Des plages de sable blanc aux montagnes enneigées, et des îles volcaniques du Pacifique aux coins les plus reculés de la Terre, certains endroits ne sont pas seulement magnifiques, ils pourraient vous sauver la vie lorsque la Troisième Guerre mondiale éclatera. Avant de réserver un aller simple pour l'Antarctique et envisager de survivre avec les manchots, découvrez les endroits les plus sûrs où être quand les bombes tomberont. Alors que les tensions continuent de monter partout dans le monde, on commence à avoir l'impression que la Troisième Guerre mondiale n'est plus une question de si, mais de quand. Les relations des États-Unis avec presque tous se sont détériorées. La Russie traîne toujours sa soi-disant opération militaire spéciale de 3 jours, des années plus tard, et la Chine montre ses muscles autour de Taïwan. Le Moyen-Orient demeure une zone instable, avec des tensions croissantes risquant d'impliquer les grandes puissances. Avec une diplomatie affaiblie, le monde s'approche de la catastrophe, et dans une telle guerre, la survie dépendra surtout de votre localisation. Les plages de sable blanc des Fidji paraissent idéales pour des vacances, mais quand les bombes tombent, pourquoi s'y cacher? Pour commencer, c'est loin des lignes de front. Prenez une carte et regardez tous les alliés liés par traité aux États-Unis. Ils contournent la périphérie de l'Eurasie, dont l'intérieur est surtout aligné avec la Russie et la Chine. Maintenant, regardez les jonctions entre les deux. Si vous êtes dans Asie de l'Est ou dans la région du Pacifique, vous voudrez d'abord vous éloigner des pays situés le long de ce que les géostratèges appellent la première chaîne d'îles, qui s'étend du Japon à l'archipel indonésien. Les combats les plus intenses dans ce théâtre auraient lieu là-bas, car c'est la première ligne de défense pour les États-Unis et leurs alliés, afin de contenir les ambitions militaires de la Chine. La Chine doit franchir cette barrière pour sécuriser ses routes commerciales et d'approvisionnement, sans parler d'éviter la Troisième Guerre mondiale. Mais les hostilités s'étendraient aussi via le vaste arsenal de missiles balistiques et de croisières de la Chine. Guam et Hawaï seraient des cibles principales, car elles accueillent des bases de l'armée américaine. Même le continent américain serait attaqué d'une manière ou d'une autre. Oh, et évitez aussi la péninsule coréenne, pour des raisons évidentes. Mais les Fidji sont loin des lignes de front, et loin dans la liste des cibles. Bien qu'elles aient des liens étroits avec Washington, personne ne sourcillerait si Suva déclarait sa neutralité, du moins au début. Après tout, son armée ne compte qu'environ 4000 individus avec une force de réserve de 6000 personnes. En termes de distance, l'Australie est la plus proche des puissances belligérantes, et elle se trouve à près de 2900 miles, soit environ 4600 km. Vous bénéficiez de l'éloignement, un atout majeur pour survivre à la Troisième Guerre mondiale que les Fidji possèdent. Mais qu'en est-il de l'autre? Vous auriez largement de quoi survivre ici. Les Fidji possèdent près de 300 îles, offrant navigation et pêche abondante. Les pêcheurs en attrapent plus de 36 000 tonnes chaque année, et il y a plus de 1300 espèces dans les pêcheries fidjiennes, parmi lesquelles choisir. Mais si vous vous lassez des fruits de mer, les Fidji contiennent près de 77 000 hectares de terres arables, où l'on cultive des produits variés. Les cultures courantes incluent bananes, pommes de terre, noix de coco, ananas et kava. Les Fidjians aiment aussi prendre la racine de cette plante et en faire une boisson récréative, similaire à l'alcool. Certaines régions reçoivent assez de pluie pour favoriser l'élevage important de volailles, porcs et bovins. Il y a aussi beaucoup de canne à sucre et même du chocolat pour satisfaire les plus gourmands. Et les Fidji n'ont pas de ressources, qui intéresseraient une grande puissance belliqueuse, du moins au début. Cette phrase aurait pu vous mettre la puce à l'oreille. Les Fidji ne sont pas une cachette infaillible, alors ne vous installez pas trop confortablement dans ce hamac. Si la guerre finissait vite, il n'aurait sans doute pas beaucoup servi. Mais l'imprévisibilité d'une guerre longue signifie que les Fidji auront quelques inconvénients. Regardez à nouveau la première chaîne d'îles. Si les États-Unis et leurs alliés gagnent, il y aura peu à craindre. Mais si la Chine, la Corée du Nord et tous les alliés qu'ils peuvent être mobilisés parviennent à percer au moins une partie de cette ligne, les Fidji se rapprochent de la zone de danger. À l'est du Japon se trouve la deuxième chaîne d'îles, et la prochaine étape sur le chemin est la troisième chaîne d'îles, des Aléoutiennes, en Alaska, jusqu'à la Nouvelle-Zélande. Les États-Unis et leurs alliés se retireraient ici pour tenir la Chine encore plus éloignée en cas de grave crise. Cette ligne traverse directement des zones des Fidji. Et si la guerre devient chaotique? Vous savez, selon les critères de la Troisième Guerre mondiale, il y a certaines choses aux Fidji qui pourraient finalement s'avérer utiles pour une puissance belligérante sous une pression extrême. Le bois, les métaux précieux,
le cuivre et le potentiel pétrolier offshore dans la zone économique exclusive des Fidji. Donc, les Fidji sont plutôt sûrs, mais après avoir entendu cela, vous pourriez vouloir une escapade tropicale qui serait encore plus sûre. Que diriez-vous de Tuvalu? C'est à 1600 km au nord, donc encore plus loin de tout champ de bataille majeur, du moins au début de la guerre. Elle possède également la plupart des autres éléments que vous pourriez souhaiter sur une liste de survie à la Troisième Guerre mondiale. Comme les Fidji, elle n'a aucune alliance par traité, donc il est probable que personne ne s'en soucierait vraiment si elle décidait soudainement de faire comme la Suisse et de déclarer sa neutralité. Surtout parce qu'elle n'a qu'une population d'environ 10 000 personnes et une superficie totale d'environ 10 miles carrés, soit 25 km carrés, ce qui la place au 192e rang mondial. L'endroit reste densément peuplé, avec près de 1100 habitants par mile carré, soit 423 par kilomètre carré. Assurez-vous de bien vous entendre avec vos nouveaux voisins. Si vous y arrivez, vous pourrez subvenir à vos besoins ici. Comme vous pouvez vous en douter, il y a beaucoup de poissons à Tuvalu. 42% de la population du pays travaille directement dans l'industrie de la pêche. Sa zone économique exclusive maritime est 34 000 fois plus vaste que son territoire terrestre. Donc, il y a plein d'endroits où vous pouvez lancer vos lignes. Les thons constituent 90% des prises, mais il existe 194 espèces au total. Sur Terre, les noix de coco sont abondantes, mais comme il y a moins de ressources naturelles qu'aux Fidji, votre alimentation ne sera probablement pas aussi variée. Nous vous laisserons décider s'il est plus important d'avoir un peu plus de sécurité en échange d'une assiette plus routinière sur votre table. Au moins, vous n'aurez jamais peur de manquer d'eau, et moins de ressources donne moins de raisons aux puissances en guerre de s'intéresser à cet endroit. Mais même Tuvalu n'est pas complètement hors du plateau d'échecs de l'annihilation. Sa géographie et ses liens politiques pourraient le mettre en danger si les choses deviennent compliquées. Bien que ce ne soit pas un allié officiel, il entretient des relations étroites avec les États-Unis et l'Australie. C'est aussi l'un des rares pays qui reconnaissent encore Taïwan plutôt que la République populaire de Chine, ce qui ne plaît certainement pas à Pékin. C'est aussi juste au-delà de la deuxième chaîne d'îles, donc c'est un peu une girouette pour savoir comment la guerre se déroulerait dans son ensemble. Si Tuvalu ne change pas, la stratégie pour contenir la Chine fonctionne sans doute. Si les avions chinois sont une vision courante dans le ciel et que des navires circulent au large, c'est le signe qu'il vaut mieux réserver un vol pour ailleurs. La dernière chose que vous voudriez, c'est d'être piégé derrière les lignes chinoises pendant la Troisième Guerre mondiale. Si le matériel chinois se répand près de Tuvalu, essayez de vous replier plus au sud, jusqu'à l'extrémité de la seconde chaîne d'îles en Nouvelle-Zélande. Sur le papier, cela ne semble pas être un si bon choix. En plus de faire partie de la chaîne d'îles, la Nouvelle-Zélande est un allié par traité des États-Unis. Il reste peu probable que le pays devienne un acteur clé dans la guerre. Selon son parlement, il dispose d'une petite armée d'environ 15 000 personnes. Même sous la pression de la guerre, il ne pourrait pas contribuer beaucoup plus. Sa population totale dépasse à peine 5 millions d'habitants, avec seulement environ 1 800 000 personnes considérées aptes au service militaire, et 62 000 atteignant l'âge militaire chaque année. Bien sûr, la Nouvelle-Zélande pourrait voir 1 ou 2 missiles arriver en cas de mobilisation générale, mais si nous étions la Chine ou la Corée du Nord, nous préférerions utiliser ces missiles sur des cibles plus importantes. Nous allons expliquer cela plus en détail dans un instant. Cela peut sembler étrange, mais le territoire américain a plus de chances d'être touché par ces missiles que la Nouvelle-Zélande. La géographie donne à la Nouvelle-Zélande des avantages clés. Elle est à plus de 1000 miles, 1600 km, au sud-est de l'Australie, donc loin des zones de conflit. D'un point de vue stratégique, sa seule véritable valeur militaire serait de servir de point pour couper les lignes d'approvisionnement entre les États-Unis et l'Australie. Ce que les Japonais ont tenté pendant la Seconde Guerre mondiale, mais même eux n'ont pas pu aller aussi loin. La Chine a encore moins d'expérience pour projeter sa puissance à de telles distances colossales, donc nous parions que la Nouvelle-Zélande ne sera pas une cible prioritaire, même si la guerre tourne en leur faveur. Donc, la Nouvelle-Zélande passe le premier test, malgré son statut probablement belligérant. Qu'en est-il de la survie ? La première chose à faire, c'est de regarder les moutons. La Nouvelle-Zélande est un pays de moutons. En 2022, le pays comptait 25,3 millions de moutons, soit environ 5 par habitant. C'est le ratio le plus bas depuis 170 ans. Qui compte les moutons pendant la Troisième Guerre mondiale ?
Il y a des préoccupations plus graves, comme la destruction mutuelle assurée. L'abondance de moutons offre une source de protéines pour survivre, mais cela ne concerne pas uniquement la nourriture. La Troisième Guerre mondiale perturberait les chaînes d'approvisionnement mondiales. Et par perturber, on veut dire les faire complètement exploser. Au moins, vous aurez des vêtements, et sauf si les moutons deviennent une cible militaire, beaucoup de laine pour les textiles. Les moutons ne sont qu'une partie du secteur agricole. La Nouvelle-Zélande est aussi autosuffisante en production alimentaire, mais en 2022 seulement. 2% de son territoire était constitué de terres arables. Si manger des moutons vous dérange, pas d'inquiétude. Les fermes produisent aussi avoine, blé, orge, maïs, pois, lentilles, canola et trèfle. La Nouvelle-Zélande est aussi une nation insulaire, ce qui signifie qu'il y a beaucoup de poissons à pêcher pour vous aussi. Vous pouvez profiter de l'abondance de céréoles, de vivaneaux, de thon jaune, de saumon chinook et de bien d'autres encore. Alors, quels seraient les inconvénients ? Mis à part le fait qu'elle faisait partie du réseau d'alliances qui a contribué à cette catastrophe, la Nouvelle-Zélande possède des ressources qu'une puissance en guerre convoiterait. Il y a de l'or, de l'argent, du charbon, du pétrole, du gaz, du minerai de fer, etc. Il est probable qu'une Chine victorieuse exigerait ses ressources, sous forme de tribus, plutôt que de dépenser ses propres ressources, à occuper un pays aussi éloigné que la Nouvelle-Zélande. Mais des choses plus étranges se sont déjà produites. Cependant, la région du Pacifique est sans doute l'endroit le plus sûr et confortable où vous puissiez être. Mais on l'appelle la Troisième Guerre mondiale, pour une raison. Insistance sur le mot « mondial ». Avec l'implication de la Russie, toute l'Europe de l'Est, de la Baltique à la mer Noire, deviendrait un champ de bataille. Tout ce qui se trouve à l'est de l'Allemagne serait en grand danger, et simplement se replier vers l'ouest n'est pas une solution. Prenez une carte de l'Europe, et vous verrez une caractéristique géographique qui jouera un rôle crucial dans cette guerre, comme dans de nombreuses autres en Europe. Une vaste étendue de terres ouvertes couvre la majeure partie du continent, des Pyrénées à l'Oural. C'est la plaine européenne, et plus vous allez vers l'est, plus la plaine devient ouverte. Aux monts Oural, elle s'étend sur 1900 km de l'océan Arctique à la mer Caspienne. Poutine déteste cela, comme tous les dictateurs russes avant lui. Cela signifie que la Russie a des frontières pratiquement impossibles à défendre, ce qui pose un vrai problème en temps de guerre. La géographie étant une fatalité, Poutine viserait à étendre l'influence russe le plus à l'ouest possible, lors d'une troisième guerre mondiale. Maintenant, puisque l'armée russe n'arrive même pas à aller loin vers l'ouest en Ukraine, on ne vous en voudrait pas de douter que Poutine puisse réussir à reconstituer l'Union soviétique à partir de cela. Mais nous avons déjà vu comment il compense ses faiblesses. Chaque grande ville d'Europe serait une cible pour ses missiles Estabolamon et ses drones. Plus vous êtes à l'est, plus vous avez de chances d'être touché. Mais ce serait une mauvaise idée de vous croire en sécurité si vous êtes à Londres, Paris ou même Madrid. Bien sûr, vous pouvez fuir à la campagne, mais tout endroit dans l'OTAN serait potentiellement une cible, surtout s'il y a une base militaire à proximité. Même la côte est des États-Unis serait une cible, ou le cœur de l'Amérique d'ailleurs. La Russie a des décennies d'expérience dans le choix des cibles potentielles à frapper avec des missiles balistiques sur le territoire continental des États-Unis. Les missiles balistiques intercontinentaux ignorent guère la glace arctique. La plupart de l'Europe et de l'Atlantique Nord seraient en danger. Et l'Islande ? Oui, elle fait partie de l'OTAN, mais elle n'a pas grand-chose à apporter à l'Alliance. Elle n'a pas d'armée permanente ni de marine. Elle possède seulement une garde côtière armée légèrement, de l'artillerie et des stations radars de défense aérienne. L'Islande, telle que connue, n'a jamais participé à une guerre. Elle est restée neutre pendant un millénaire, probablement parce que c'était la seule façon pour un pays aussi petit de survivre. Lorsque l'Islande a participé aux opérations de l'OTAN en Afghanistan, c'était surtout pour les relations publiques, pas militairement. Concernant les cibles, ce lieu n'attirera probablement pas beaucoup l'attention de Poutine. Et il y a ici de nombreuses ressources pour survivre. Vous l'avez peut-être déjà deviné, mais l'Islande a beaucoup de poissons à manger pour vous. La pêche a été la colonne vertébrale de son économie du 9e au 20e siècle. Et elle représente encore directement 11% du produit intérieur brut du pays et près de 39% de ses exportations. Plus d'1,1 million tonnes de poissons ont été pêchées en 2021. Pendant que les missiles volent au-dessus ailleurs, vous pouvez profiter des feux d'artifice avec du saumon de l'Atlantique, de la morue de l'Atlantique, différentes sortes de flétans, et bien plus encore.
Et voici la chose vraiment géniale. Vous n'aurez pas besoin de compter sur l'énergie importée pour cuisiner ce poisson dans ce monde où les chaînes d'approvisionnement sont complètement détruites. L'Islande est un pays autosuffisant en énergie. 70% de son énergie provient de ses centrales hydroélectriques, et les 30% restants proviennent de sources géothermiques. 90% des foyers du pays sont chauffés avec de l'eau géothermique. La vulnérabilité énergétique du pays réside dans l'importation de combustibles fossiles pour les transports. Mais cela change rapidement. L'Islande adopte les voitures électriques plus vite que presque n'importe quel autre pays. En Irlande, 85% des voitures vendues au premier semestre 2022 étaient électriques. C'était supérieur aux 60% de 2021 et aux 46% de 2020. Vous pourrez brancher une voiture à ce réseau géothermique, puis aller au lac suivant pour attraper votre gros poisson. Alors, quels sont les inconvénients quand il s'agit de l'Islande ? L'un d'eux est que même si l'île elle-même est en grande partie sûre, il y aurait une zone d'intérêt particulière pour la Russie. Visitez la péninsule de Reykjanes, au sud-ouest de l'Islande. Au bout de celle-ci, vous trouverez une base militaire américaine très importante. C'est la base aéronavale de Keflavik, et en 2019, quelque chose de particulier s'y est produit. Un B2 Spirit a visité cet endroit pour la première fois. Ce fut une brève escale annonciatrice de ce qui allait suivre. L'Islande retrouvait son importance. L'opération Marteau de minuit contre les sites nucléaires iraniens a montré la puissance d'une flotte de bombardiers furtifs. Il n'y a que quelques endroits dans le monde capables d'accueillir le B2 pendant de longues périodes, car il nécessite des hangars spéciaux à température contrôlée. Le destin a voulu que cette base soit sans doute l'un de ces lieux. En 2021, le B2 faisait de longues visites à Keflavik. Le bombardier B-21 Raider pourrait également revenir dans les prochaines années, confirmant que Keflavik resterait une cible prioritaire pour une attaque de missiles. Mais si vous restez loin de là, l'Islande est un bon choix. Assurez-vous simplement que votre voiture électrique est chargée. Vous voudrez partir rapidement du sud-ouest avant que les missiles ne commencent à tomber. Ou alors, faites comme Éric le Rouge au Xe siècle. Partez vers l'ouest, vers un endroit plus sûr. Vous verrez vite que le Groenland n'est pas vert, car 80% de sa surface est glacée. C'est l'Islande authentique, si elle a jamais existé. Ici, les températures hivernales moyennes descendent à moins 0,4 degrés Fahrenheit, moins 18 degrés Celsius. Certains endroits atteignant moins 58 degrés Fahrenheit, moins 50 degrés Celsius. Oui, ce ne sera pas agréable. Mais c'est le but, car il est peu probable que quelqu'un se batte pour un lieu couvert de glace à 80%. Vivre en zone de guerre est probablement encore plus désagréable. La majorité des Groenlandais vivant au sud-ouest de l'île. L'intérieur est peu habité, et il y a donc peu de routes dans cette région. Il n'y a que 93 miles, soit 150 km de route dans tout le pays, et seulement 56 miles, soit 90 km, sont goudronnés. Aucune communauté du Groenland n'est reliée par route, et même Nuuk, la capitale, n'a que 2 feux de circulation. Bien que cela paraisse un inconvénient, cibler le Groenland sera sans doute trop compliqué pour qu'une grande puissance en guerre en tire profit. Occuper un tel endroit nécessiterait beaucoup d'investissement. Et malgré son isolement, le Groenland présente de nombreux avantages en matière de survie. Il peut être totalement autonome en énergie. Ces centrales produisent 545 millions de kWh, alors que les Groenlandais en consomment 534,5 millions par an. Et oui, il y a beaucoup de poissons à manger dans les environs. L'industrie de la pêche représente environ 90% des exportations totales du Groenland. Vous pouvez goûter au flétan local, au saumon, aux crevettes, à la morue, aux crabes et aux coquilles Saint-Jacques, pour n'en nommer que quelques-uns. Les cultures principales sont pommes de terre, tomates, concombres, choux, et les Groenlandais testent aussi les fraises. Comme en Nouvelle-Zélande, il y a aussi beaucoup de moutons ici. Même si le poisson vous suffit, ces textiles en laine seront utiles par temps froid. Et ça, c'est certain que ça va arriver. Oui, le Groenland serait techniquement belligérant si l'article 5 de l'OTAN était activé. En tant que région autonome du Danemark, il fait partie de l'Alliance, mais il n'y a qu'une seule installation militaire américaine au Groenland. Base spatiale de Pitufik, dans le nord-ouest de l'île. La base dispose d'une piste de 3000 mètres, accueillant plus de 3000 vols internationaux par an,
et d'un système d'alerte précoce contre les missiles balistiques. Mais même si cet endroit s'avère être une cible, tant que vous restez loin de là, le reste de l'île est sûr. Si la Troisième Guerre mondiale éclate, le Groenland pourrait être l'endroit le plus sûr au monde. Mais avant de commencer à emballer précipitamment votre équipement arctique et de fuir vers le nord, il y a quelque chose dont vous devriez être conscient. Considérez cela comme un risque à long terme. Pour comprendre, consultez une carte près de l'océan Arctique. Vous remarquerez une ligne presque parfaitement diagonale entre le Groenland et le Royaume-Uni, avec l'Islande en plein milieu et le Groenland sur le flanc gauche. C'est la ligne que les géographes appellent la brèche Groenland-Islande-Royaume-Uni. Cette ligne était très importante pendant la guerre froide, et elle pourrait bien l'être à nouveau. Pour comprendre pourquoi, regardez-la du point de vue de la Russie. Allez plus à l'est sur la carte, jusqu'au port russe de Mourmansk, et vous verrez l'un des nombreux problèmes liés à la géographie de ce pays. Pour atteindre l'océan ouvert, la Russie devrait franchir la ligne Groenland-Islande-Royaume-Uni. C'est un peu comme la première chaîne d'îles pour cette partie du monde. L'OTAN voudrait maintenir la Russie derrière cette ligne. La Russie voudrait la franchir et descendre dans l'Atlantique. Si les choses se passent suffisamment bien en Europe, les navires russes pourraient trouver l'Islande et le Groenland attrayant. Franchir le passage Groenland-Islande, Royaume-Uni, offrirait des lignes d'approvisionnement plus sûres et un meilleur positionnement pour menacer d'autres membres de l'OTAN, y compris les États-Unis continentaux. Attention, nous pensons que c'est peu probable. La marine russe est une catastrophe. Voyez ce que l'Ukraine lui a infligé en mer Noire, sans même disposer de marine. Combattre la puissance navale de l'OTAN loin de ses côtes n'est sans doute pas son point fort. Donc, vous pouvez considérer cela comme un faible risque, mais nous voulons simplement vous informer de tous les risques potentiels parce que nous nous soucions de votre sécurité. Il y a encore une chose à propos du Groenland qui mérite d'être remarquée. Vous avez sans doute entendu parler du désir de Donald Trump d'acheter l'île. Il affirme que c'est vital pour la sécurité nationale des États-Unis, principalement à cause de la glace, pas seulement du passage Groenland-Islande-Royaume-Uni. Ce lieu pourrait bientôt vraiment porter son nom. Son épaisseur moyenne est de 1,4 miles, 2,3 km, mais elles font vite. De 2002 à 2021, la fonte des glaces a fait monter la mer de 0,03 pouces, soit 0,8 mm par an. Cela représente 280 gigatonnes chaque 12 mois. Et il y a beaucoup de choses sous cette glace qui intéresseraient fortement une puissance en guerre. Il y a du charbon, du pétrole et du gaz naturel pour l'énergie. On trouve de l'uranium pour les matériaux nucléaires, du thorium pour les futures centrales, du lithium pour les batteries, et des terres rares essentielles à la technologie électronique, comme l'appareil sur lequel vous regardez cette vidéo. Cela comprend aussi l'équipement militaire. Bonne chance pour fabriquer des sonars ou moteurs à réaction sans eux. Si vous gardez cela à l'esprit en préparant vos plans d'évasion pour la Troisième Guerre mondiale, vous voudrez peut-être éviter la ville de Narsak. On estime qu'elle détient environ 25% des réserves mondiales totales de terres rares. En 2022, les investisseurs ont estimé la valeur des terres rares du Groenland à 320 milliards de dollars. Mais ce chiffre ne fera qu'augmenter à mesure que la glace fondra et que la demande explosera. Donc, en ce qui concerne le Groenland, le profil de risque augmentera probablement avec le temps, même s'il restera beaucoup plus sûr que presque partout ailleurs. Mais est-on condamné au gel en vivant dans l'hémisphère occidental ? Vous pourriez être jaloux que vos homologues ciel de l'Est puissent aller dans des endroits comme les tropiques des Fidji et Tuvalu, ou même dans un endroit beaucoup plus accueillant comme la Nouvelle-Zélande, alors que vous êtes coincé à grelotter quand il fait moins 30 dehors. Eh bien, vous avez de la chance. Il existe un endroit, au cœur de l'Atlantique et bien plus au sud, qui pourrait être la destination idéale pour vous. Nulle part en Europe continentale ne serait sûr pendant la Troisième Guerre mondiale. Il existe aussi des territoires autonomes éloignés, avec un risque bien moindre, comme vous l'avez peut-être deviné. Les Açores en font partie. Ces îles sont une région autonome du Portugal, située à 1400 km à l'ouest de Lisbonne. Le climat ici est agréable et doux grâce au Gulf Stream, avec des températures typiques entre 15 et 25 degrés Celsius toute l'année. Le Portugal étant membre de l'OTAN, les Açores seraient alors un territoire en guerre. Comme c'est éloigné de l'Europe et derrière le passage Groenland-Islande-Royaume-Uni, c'est plutôt sûr. La nourriture. Ici, votre assiette typique risque de vous surprendre. Sans surprise, il y a du thon partout.
mais l'industrie de la pêche aux Açores est étonnamment petite parce que l'écosystème est fragile. Un rapport de l'Union européenne de 2015 mentionnait qu'entre 13 000 et 15 000 tonnes sont pêchées chaque année. Cela n'emploie qu'environ 500 personnes. Cela peut ne pas sembler beaucoup comparé à ce que vous avez vu ailleurs, mais si vous essayez simplement de survivre, c'est probablement suffisant. Avec les chaînes d'approvisionnement détruites, on prend ce qu'on trouve. Heureusement, il y a de quoi compenser. Il y a beaucoup d'activités volcaniques aux Açores. Il y a 26 volcans actifs ici, dont 8 se trouvent sous la surface. La seule île de l'archipel qui n'a pas de volcan est Santa Maria. Mais la fréquence de l'activité volcanique signifie aussi que le sol ici est extrêmement riche en nutriments. Ajoutez à cela le climat méditerranéen à subtropical, et vous obtenez un endroit fantastique pour cultiver des récoltes. Vous trouverez des bananes, ananas, ignames, pommes de terre, dont patates douces, tomates, céréales, et même du thé. Il y a aussi un secteur laitier important ici, et en plus des vaches, il y a des cochons, de la volaille, des chèvres et des moutons. Votre alimentation serait équilibrée ici. Ça a l'air d'un endroit formidable dans n'importe quel contexte. En cas de troisième guerre mondiale, ça semble carrément fantastique. Alors, quel serait l'un des inconvénients ? Si vous prévoyez de rester ici, vous devrez faire attention à une importante base militaire américaine. C'est le champ Lagish, sur l'île de Terceira, à 9,3 miles, soit 15 km au nord-est de la ville d'Angra do Heroísmo. Environ 600 membres du personnel du département de la défense des États-Unis sont à Lagish, un point de transit clé pour les opérations de l'OTAN à travers l'Atlantique. Il accueille des avions de transport C-17 ainsi que le KC-46 Pegasus, le dernier avion ravitailleur de la flotte de l'United States Air Force. Lagish a été clé pendant l'opération Tempête du désert et, avec cet équipement, il jouerait un rôle comparable dans tout conflit majeur en Europe ou au Moyen-Orient. Lagish serait sûrement une cible pour les missiles russes. Sinon, il n'y a pas grand-chose d'intéressant pour une puissance en guerre, sauf le bois, tant que vous restez à distance. Même si la Russie franchissait le passage Groenland-Islande, Royaume-Uni dans un univers parallèle, ces navires n'auraient aucune raison de s'y arrêter. D'autres territoires européens sont en haute mer. Au sud se trouvent les îles Canaries, qui font partie de l'Espagne. En termes de climat, c'est peut-être le meilleur endroit au monde. Et l'un des principaux sites touristiques le dit, donc ça doit être vrai, non ? Si vous aimez profiter du soleil, de préférence avec un peu de crème solaire, vous ne pouvez pas vous tromper ici. Les Canaries reçoivent 3000 heures d'ensoleillement par an, plus que n'importe quel autre endroit en Europe. Les températures typiques sont dans les 60 et 70 degrés Fahrenheit, soit entre 17 et 26 degrés Celsius toute l'année. Entre 17 et 26 degrés Celsius toute l'année. De quoi peut-on survivre ici ? Les Canaries produisent plus de bananes que vous n'en mangerez jamais. Plus de la moitié des bananes consommées en Europe viennent d'ici. On trouve aussi pommes de terre, tomates, concombres, haricots verts et vignobles pour ceux qui aiment le vin ou le raisin. Vous pouvez aussi goûter à l'un des fromages de chèvre les plus réputés au monde, le Mojorero. Il vient de l'île de Fuerteventura, qui est aride et volcanique, mais parfaite pour le pâturage des chèvres. Et l'île de Tenerife compte plus de confréries de pêcheurs que n'importe quel autre endroit en Espagne. C'est parce que les Canaries sont connus pour leurs poissons de grande taille. Vous pouvez savourer le thon local, le maquereau, le bentex et le marlin. Vous devez relâcher le marlin bleu que vous attrapez, mais seulement aujourd'hui. Si la troisième guerre mondiale éclate, cela pourrait tout changer. Mais au moins c'est disponible. Quels pourraient être les inconvénients ? Eh bien, l'Espagne fait partie de l'OTAN. Et même s'il n'y a pas de base militaire américaine aux Canaries, il y a une base de l'armée de l'air espagnole. C'est la base aérienne de Gando à Grande Canarie, qui voit une activité régulière de l'armée américaine. Des avions comme le C-17 Globemaster III viennent souvent ici, faisant de Gando un site clé pour la logistique transatlantique de l'OTAN. Si vous comptez traverser la Troisième Guerre mondiale aux Canaries, évitez probablement cet endroit par précaution. Les Canaries étant déjà très prisées des touristes, vous ne serez sans doute pas le seul à vouloir venir. La demande s'avère déjà difficile à gérer pour l'approvisionnement en eau, avec la surexploitation et parfois la contamination qui pose de gros problèmes. Si vous comptez camper ici, assurez-vous de respecter l'environnement local. Pendant la Troisième Guerre mondiale, il se peut que vous ne puissiez pas prendre votre douche quotidienne. Et c'est toujours mieux que d'être vaporisé. Mais la Troisième Guerre mondiale ne se limiterait pas à l'Europe et à l'Asie de l'Est. Le Moyen-Orient connaîtrait aussi des combats.
le croissant toujours troublé entre le golfe Persique et la mer Méditerranée connaîtrait le pire. C'est là que les grandes puissances de la région, l'Iran, Israël et la Turquie, auraient le plus de raisons de s'affronter. Que faire si vous vous trouvez ici par malchance? Essayez de rejoindre l'Égypte. L'Égypte n'est pas le meilleur choix. Elle a la plus grande armée d'Afrique et des liens forts avec Washington. Même si elle décide de rester neutre, elle abrite l'un des endroits les plus stratégiques du monde, le canal de Suez, qui a déjà été l'objectif de partis en guerre par le passé, et il n'y échapperait pas cette fois. Si vous allez en Afrique, toute la côte méditerranéenne serait menacée. Mieux vaut donc aller vers le sud. Plus vous allez au sud, plus vous vous éloignez des grandes puissances. L'Afrique aurait ses propres intrigues, durant la Troisième Guerre mondiale. Elle a de nombreuses ressources, attirant les grandes puissances, mais avec des priorités plus urgentes ailleurs. Il est peu probable que des campagnes militaires aient lieu ici. L'Afrique du Sud reste la plus éloignée. Membre des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. L'Afrique du Sud s'aligne souvent sur la Chine et la Russie, mais n'aimerait probablement pas s'engager dans une guerre mondiale au nord sans y être contrainte. C'est une décision intelligente, et tant mieux pour vous, car il y a beaucoup de choses attrayantes à propos de cet endroit. Si la vie urbaine vous plaît, le Cap est un bon choix. En 2022, il y avait 4,7 millions de personnes dans la région métropolitaine. C'est sans doute l'une des villes de cette taille les plus sûres au monde, du moins concernant la guerre. Quand vous arriverez là-bas, vous pourrez profiter du climat méditerranéen agréable, avec des températures en moyenne, atteignant environ 80 degrés Fahrenheit, soit 27 degrés Celsius en été, et environ 55 degrés Fahrenheit, soit 13 degrés Celsius en hiver. Pas de chaleur accablante, pas de gel mordant. Et la nourriture ? L'Afrique du Sud a exporté 3,9 millions de tonnes de poissons, dont du thon, de la morue, du poisson-chat et des haringues. L'Afrique du Sud est aussi l'un des 10 plus grands producteurs mondiaux de nombreux types de cultures, y compris les pamplemousses, les céréales, les poires et les cultures riches en fibres nutritives. Le Cap occidental, qui abrite le Cap, cultive du blé, de l'orge et de l'avoine, qui contribuent à plus de 30% de la production agricole totale du pays. Le soja et la canne à sucre sont aussi des cultures majeures, donc votre envie de sucrer sera comblée ici. Alors, quels pourraient être les inconvénients ? L'Afrique du Sud, surtout le Cap, était autrefois un point stratégique majeur. Avant l'ouverture du canal de Suez en 1869, le Cap de Bonne-Espérance était la route que les navires empruntaient pour aller de l'Europe à l'Asie. Des perturbations au nord augmenteront le trafic et pourraient causer des problèmes. Nous avons déjà vu une répétition générale avec les attaques des Houthis en mer Rouge, mais le principal danger ne serait pas lié à la guerre. L'Afrique du Sud a un taux de criminalité élevé. Ce pays compte environ 58,94 crimes et 34 homicides pour 100 000 habitants. En ce qui concerne la criminalité violente, c'est le 3e pays le plus dangereux au monde. L'approvisionnement en électricité ne serait pas aussi fiable que dans un pays comme l'Islande. La compagnie nationale d'électricité Exxon ne répond plus à la demande depuis 2007. Cela signifie des coupures de courant périodiques, allant jusqu'à 12 heures dans certains endroits en 2023. Ce serait pire lors de la Troisième Guerre mondiale. En choisissant bien votre lieu au Cap, vous seriez moins en danger qu'à des milliers de kilomètres au nord. Nous avons évoqué les cachettes de l'Ancien Monde. Et celles du Nouveau Monde ? Les États-Unis seraient pris pour cible, donc s'y cacher n'est plus une option. L'Amérique du Sud est cependant un bon choix. Aucun pays ici n'est susceptible d'être entraîné dans la Troisième Guerre mondiale, du moins pour l'instant. Mais il y a d'autres considérations. Vous ne voudriez pas vous cacher au Venezuela, avec le dictateur corrompu Nicolás Maduro. Il faut aussi considérer la criminalité. Ils peuvent être très élevés dans certains endroits. Le Chili n'en fait pas partie. Le Chili compte environ 37,55 crimes pour 1 000 habitants. C'est plus élevé qu'ailleurs, mais 10% de moins qu'aux États-Unis. Encore mieux, on compte seulement 1,7 meurtres pour 100 000 habitants ici, contre 5 aux États-Unis. Vous voulez d'autres points positifs ? Le Chili et les États-Unis sont généralement alignés. Il y a même une base conjointe, la base navale Fort Aguayo à Concón. Mais c'est une installation pour des exercices de maintien de la paix, pas une cible militaire de valeur. De plus, la géographie du Chili le rend presque parfaitement adapté pour survivre à la Troisième Guerre mondiale.
Son littoral d'environ 6400 km est situé à l'extrémité sud-ouest de l'Amérique du Sud. C'est presque incroyablement loin pour qu'une grande puissance en guerre l'atteigne. Le profil est d'autant plus intéressant. Le Chili est en quelque sorte une version beaucoup plus modeste de la Corée du Sud. Il est sorti d'une histoire mouvementée de coups d'État et de dictature pour devenir une démocratie dynamique. Et la corruption ici est relativement faible. Il occupe la 32e place sur 180 à l'indice de perception de la corruption de Transparency International. C'est mieux que n'importe quel autre pays d'Amérique du Sud, sauf l'Uruguay, et seulement 4 places derrière les États-Unis. Le Chili est un pays développé avec un produit intérieur brut par habitant de 16 700 $ en 2024 élevé pour sa région. C'est même plus haut qu'en Chine. Comment survivre ici ? Beaucoup de fruits, comme des raisins, des pommes et des kiwis. On trouve aussi du blé, du maïs, des pommes de terre et des tomates. Le Chili est aussi l'un des principaux exportateurs mondiaux de myrtilles ultra nutritives. Les cerises, les oignons et le blé sont des aliments de base. Voici où la géographie extrême du Chili lui donne un autre avantage. Elle est si inhospitalière que les ravageurs agricoles n'y posent aucun problème, rendant ces fermes toujours productives. Si vous voulez de la viande, on exporte aussi volailles, porcs et saumons. La longue côte du Chili assure presque toujours une abondance de poissons. Plus de 813 espèces sont accessibles aux petits pêcheurs. Les inconvénients ? Les pêcheries du Chili ne sont plus ce qu'elles étaient autrefois. La surpêche a conduit à des règles plus strictes, sans doute cruciales en cas de Troisième Guerre mondiale. Le Chili dépend également de l'énergie importée. Le pays essaie de prendre des mesures pour devenir indépendant sur le plan énergétique, avec les énergies renouvelables représentant 55,3% de sa production d'électricité en 2022, mais il n'est pas encore l'Islande. L'année suivante, il a importé 62,3% de son énergie totale. On peut vivre avec des coupures de courant, mais le Chili est aussi un importateur net de nourriture. Le Chili gère très bien son territoire, mais on ne peut pas aller contre la nature. En 2022, seulement 1,7% du territoire du pays est constitué de terres arables. Ici, le jeu, c'est survivre. Avec les chaînes d'approvisionnement mondiales détruites, les calculs d'import-export évolueront, car le Chili conservera prudemment ses ressources. Avec un continent sud-américain qui restera probablement intact, les marchés devraient faire le reste. Vous pouvez donc probablement vous sentir bien quant à votre choix de passer la Troisième Guerre mondiale dans un endroit comme Punta Arenas, la ville la plus au sud du monde avec 100 000 habitants. Il y a aussi des moutons et du bétail ici, si jamais vous êtes inquiet. Alors détendez-vous et profitez de cette porte d'entrée vers l'Antarctique, à des milliers de kilomètres des bombes, des roquettes et des balles, tant qu'elles ne sont pas nucléaires, bien sûr. En cas d'hiver nucléaire, vous ne seriez en sécurité nulle part, peu importe à quel point l'endroit est isolé. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, et si vous voulez en voir d'autres comme celle-ci, pensez à vous abonner et à activer les notifications. Ça change vraiment tout. Merci, à la prochaine sur MatPack.